Il conviendrait de s'attarder maintenant sur Rein. Certainement le terme est d'origine kantienne. Pur, chez Kant, est tout ce qui n'est pas empirique, a posteriori, tout ce qui est a priorique, les formes pures de l'intuition, les catégories de l'entendement, les idées de la raison, tout cela est Rein. La connaissance métaphysique, si elle était possible pour Kant, serait une connaissance pure. Dans l'horizon d'un élargissement du kantisme, horizon qui était celui de Benjamin dans les années 1916-1920, la raison pure devait s'enraciner dans des formes pures, catégorielles et syntaxiques du langage. Mais le Rein de Benjamin connaît aussi une autre origine. Hölderlin, dont toute la langue poétique se tient sous le signe de la Reinheit, de la pureté, bien que le poète ait pu aussi l'emprunter à Kant, en qui il voyait le Moïse de la nation allemande. Rein chez Hölderlin est ce qui se rapporte à l'origine. Il faut entendre chez Benjamin l'écho du Rein hölderlinien, qui revient dans le même poème et là encore dans la direction indiquée plus haut. La langue poétique dans la mesure où la poésie se fait langue, et la pure langue, la langue qui est pur chant. Au bald sind wir Gesang, bientôt nous serons chant, prophétique de Hölderlin, pourrait correspondre secrètement l'annonce messianique chez Benjamin de la pure langue. Si nous revenons au texte de 1916 sur le langage en général et sur le langage humain, nous voyons que la pure langue est la langue originelle, la langue de l'origine adamique, et cela est certes plus proche du Rein hölderlinien que du Rein kantien. La langue originelle n'est pas un logos universel préexistant ontologiquement à toutes les langues, mais Rein signifie aussi vide, intransitif. La pure langue, c'est la langue qui ne véhicule pas de contenu, la langue qui repose en elle-même et n'est pas un moyen en vue d'eux. Ici, sens kantien et sens hölderlinien s'unissent. Les formes pures de la raison sont vides tant que ne vient pas les remplir la rhapsodie des sensations, et la poésie devenue chant ne chante pas ceci ou cela, elle est pur chant, chant intransitif, sans contenu et sans visée extérieure à lui-même. Pour saisir ce qui se joue dans l'expression de pure langue, il faut enfin dire que d'un certain point de vue, cette expression est redondante, car qui dit langue dit pureté, ou encore la pure langue n'est pure langue que parce qu'elle est d'abord langue. La langue est le médium où il peut y avoir en général du pur. C'est ce que semble indiquer une remarque de Benjamin à propos d'Albert Stifter, un auteur dont on dit très justement, très souvent justement, que sa prose est pure. Les deux êtres auxquels de prime abord nous attribuons la pureté sont la nature et les enfants. Pour la nature, c'est le langage humain qui est la condition même située hors d'elle de sa pureté. Comme Stifter ne sent pas cette condition structurante qui seule transforme la pureté en pureté. La beauté de ces descriptions de la nature est contingente, sans harmonie possible. Dans une lettre antérieure à Scholem, il disait en 1918 à propos du même Stifter: il a l'âme muette, ce qui veut dire que sa nature la plus intime n'a pas contact avec les sens intimes du monde, le langage, tout surgit, la parole. Ceci voudrait dire, la pure langue n'est pas quelque vague idéal, n'est pas un logos universel, mais la langue elle-même, dans ce que Benjamin appelle la dignité de son essence, étant entendu que toute dignité, toute pureté ne peuvent exister que dans la langue comme médium infini. Cette dignité fondamentale de la langue, Benjamin la célèbre de toutes les façons, dans Pour une critique de la violence. Le langage est par exemple le médium de tous les rapports pacifiés entre les hommes. Mais pour lui, c'est dans les œuvres, dans les grandes œuvres, au premier chef qu'elle se fait sinon réelle, du moins perceptible. Dans les œuvres, la langue s'approche de son essence de pure langue. Pour autant, la langue de l'œuvre n'est pas la pure langue elle-même, elle est tout au plus une langue pure. Car la langue de l'œuvre n'est toujours qu'une langue particulière et en tant que telle une langue tombée dans la signifiance communicative. L'œuvre s'efforce certes d'arracher une langue particulière à ce destin, mais ce qu'elle produit, ce n'est pas la pure langue, mais à la rigueur une langue purifiée qui donne un sens plus pur au mot de l'attribut, Mallarmé. Pure langue et langue pure, voilà toute la question. La langue pure n'est pas, bien que ce soit parfois l'illusion de la poésie, la langue elle-même, ce qu'est la pure langue.
Nous voilà arrivés dans ces remarques provisoires devant cette proposition encore obscure, la pure langue et la langue elle-même, et la langue en elle-même dans la dignité de son essence. Cahier 6, la pure langue. La langue même est en elle-même telle est l'affirmation à laquelle nous sommes parvenus. Chaque langue est portée par un vouloir dire fondamental dirigé sur cette pure langue. Elle veut dire la pure langue, la langue même, mais ne la dit pas. La pure langue est le non-dit par excellence des langues naturelles. Toutefois, ici, Benjamin affirme encore autre chose. C'est la totalité de ces vouloirs dire qui donne la pure langue. Les langues naturelles s'excluent mutuellement, mais à un autre niveau, s'additionnent, se complètent, et lorsqu'elles se complètent de la sorte apparaît la pure langue. Voilà pourquoi, évidemment, la traduction peut jouer un rôle central, parce qu'à chaque fois, à partir de deux langues, elle crée une langue unique. C'est bien ce qu'affirmait Benjamin dans sa lettre à Scholem à propos des traductions de Hölderlin, quand elle, grec et allemand, passent dans une langue unique, née de l'égal amour du traducteur pour les deux langues. Dans la terminologie de la tâche du traducteur, ces deux langues, loin de s'exclure, se sont harmonisées, et dans cette harmonie se présente Darstelt sur le mode de présence et d'absence que nous avons commenté, la pure langue. Avouons-le, pour l'instant, ces propositions ne peuvent que rester obscures. Reste obscure en quoi dans la traduction s'annonce la pure langue intransitive, incommunicative et insignificative qui, pour Benjamin, est la langue même. Les langues sont parentes en ce qu'elles veulent toutes dire la pure langue comme leur essence la plus fondamentale. La traduction atteste cette parenté, la révèle. Pourquoi et comment? Assurément, dans la traduction, nous faisons simultanément l'épreuve de ce qui sépare abyssalement les langues et de ce qui, non moins abyssalement, les unit. Mais en quoi traduire atteste-t-il autre chose que la ressemblance repérable empiriquement ou rationnellement entre deux langues? Certes, nous avons écarté cette proposition courante dans la théorie traditionnelle de la traduction qui présente la factibilité de celle-ci comme la preuve de l'unité des langues et l'acte de traduire comme une victoire sur Babel. Cependant, on ne saurait affirmer que chez Benjamin la même présupposition soit absente, que Babel, c'est-à-dire la multiplicité des langues, soit un état de choses négatif que le mouvement de l'histoire doit dépasser. Oui, cette présupposition est commune à Benjamin et à la tradition, et la citation de Mallarmé plus loin l'atteste. Disons-le rapidement, pour Mallarmé, la langue pure de la poésie rachète le défaut des langues, leur multiplicité. Pour Benjamin, la pure langue issue de la traduction est la résolution de ce défaut. On peut donc dire que la réflexion de Benjamin se meut dans le même élément que la théorie traditionnelle, mais d'une manière qui la réinterprète, et la réinterprétant l'ouvre sur autre chose. C'est ainsi que la multiplicité des langues apparaît comme fragmentation. Chaque langue est Bruchstück, fragment. En tant que telle, elle renvoie à un tout, à une langue plus grande. La totalité des fragments des langues fragments donnerait la pure langue qui, elle, n'est plus fragmentaire. C'est là qu'apparaît chez Benjamin, plus loin dans le texte, la métaphore appliquée à la relation de la traduction et de l'original, de l'amphore ou du vase. Chaque langue est un fragment, une pièce de la langue plus grande. Pris un à un, les fragments de ce grand vase de la langue sont bien entendu dissemblables. Mais par nature, étant des fragments de ce vase, ils peuvent se compléter jusqu'à reformer celui-ci dans son intègre figure. Chercher de fragment à fragment de langue une ressemblance est tout à fait vain dans cette optique. Mais par contre, chercher à les assembler pour reformer la figure dont ils sont les fragments ne l'est pas. Et telle va être la tâche de la traduction, travailler à cette intégration des langues fragmentaires pour faire apparaître sinon la plénitude intacte de la langue plus grande, du moins l'ombre portée de celle-ci. Il faut donc repréciser notre concept de la pure langue. La pure langue est la langue plus grande, la langue intacte faite de la réunion totalisante des fragments de langue que sont les langues naturelles. Que la multiplicité des langues soit pensée comme fragmentation, c'est là quelque chose de propre à Benjamin. Le pathos traditionnel du fantôme de la multitude des langues est donc complètement transformé. On ne trouve pas ce pathos chez Benjamin. On ne trouve même pas l'idée
que cette multitude en elle-même est purement négative, idée qui conduit toujours à poser soit une langue particulière, soit une quelconque langue artificielle, comme l'horizon possible de son dépassement. La pure langue n'est pas le dépassement autoritaire des langues naturelles, elle est la réunion de celles-ci au sein d'un langage plus grand, non un quelconque espéranto. Dans la première vision, la traduction n'a pour rôle que de montrer l'unité des langues qui un jour disparaîtront en tant que telles pour laisser la place à une langue unique, disons, l'anglais ou l'espéranto. Une fois instaurée cette langue, toute traduction, bien sûr, serait superflue. Dans la vision de Benjamin, c'est la traduction qui a pour tâche de faire mûrir la langue, même au sein des langues naturelles, et ce, en les unifiant sur le mode de la réunion des fragments. Assurément, cela ne signifie pas que cette unification soit purement et simplement l'œuvre de la traduction. Non, ce mouvement réunifiant est plutôt annoncé dans la traduction, et, on va le voir, de manière elle aussi fragmentaire. On peut donc dire que dans la traduction, nous trouvons des fragments de la langue non fragmentaire. Reconstituer le grand vase brisé de la pure langue, à cela contribue, sur un certain mode, la traduction. Telle est l'imposante métaphore que nous propose de la tâche du traducteur Benjamin. Cette métaphore, nous aurons à la repenser en elle-même et dans son lien aux autres métaphores qui prolifèrent dans la tâche du traducteur à propos de la traduction. Nous aurons à voir quelle figure globale dessinent ou tissent ces métaphores et en quoi, accessoirement, elles rompent avec toute une tradition de métaphores négatives sur la traduction. Revenons maintenant à notre paragraphe et à une ambiguïté qu'il est impossible de ne pas remarquer. Elle concerne la dimension et la nature du vouloir dire meinen. Fondamentalement, ce vouloir dire est en chaque langue vouloir dire de la pure langue. Mais Benjamin, pour expliciter le fait que ces langues se complètent dans leurs intentions mêmes, énonce quelque chose de différent. Pour saisir exactement cette loi, l'une des lois fondamentales de la philosophie du langage, il faut distinguer dans l'intention le mode de visée du visé lui-même. Je reprends ici la traduction de Gandillac pour rester dans la mouvance husserlienne marquée par l'emploi d'intention. Mais il ne faut pas oublier que cette visée est avant tout un vouloir dire. Dans Brotte et Pain, le visé est certes le même, mais le mode de visée par contre ne l'est pas. Benjamin présente là un exemple concret, ce qui est chez lui assez rare. Les deux modes de visée implicites dans Pain et Brotte s'excluent et pour un Allemand et un Français ne sont nullement interchangeables. Mais ce qu'ils visent, c'est le même signifié, le même référent. Si la remarque de Benjamin en restait là, elle ne ferait que formuler dans un langage phénoménologique ce que la linguistique énonce du rapport signifiant, signifié et référent. Or ceci est un plan entièrement étranger à Benjamin, car cela concerne la façon dont une langue signifie la réalité. Plus encore, la nature intentionnelle du langage, sa nature en fait de signe, est ce que Benjamin ne cesse de repousser. Cependant, cet exemple concret renvoie bel et bien à ce plan, celui de l'intentionnalité ou de la référentialité du langage, et de manière d'autant plus ambiguë que naturellement on peut objecter avec Humboldt que non seulement le mode de visée de chaque langue diffère, mais avec lui ce qui est visé. Assurément, prenons un autre exemple. On peut dire que porte, puerta et tur sont trois modes de visée, le même réel. Mais si cela mène à dire que pour tous les mots, ce qui distingue une langue d'une autre, c'est qu'il y ait ces signifiants différents pour les mêmes signifiés, il est évident qu'il n'en va pas ainsi, que c'est une proposition fondamentalement discutable et qui ne vaut que pour certains plans désignatifs limités. La distinction du mode de visée et du visé est dans une certaine mesure artificielle, et Benjamin le dit plus loin, paragraphe 10. La fidélité dans la traduction du mot isolé ne peut presque jamais rendre pleinement le sens qu'il a dans l'original, car celui-ci ne s'épuise pas dans sa signification littéraire pour l'original dans ce qui est visé, mais acquiert justement cette signification du fait que le visé est lié au mode de visée dont le mot est déterminé. On a coutume d'exprimer cela dans la formule selon laquelle les mots portent avec eux une tonalité affective.